Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 mètres. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant le repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élut immédiatement chef du gouvernement. Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous avez entendu dans notre émission de la semaine dernière Eitan Bronstein, un Israélien antisioniste. Il dénonçait le génocide du peuple palestinien à Gaza. Le massacre dure depuis plus de 11 mois et les puissances occidentales, responsables d'ailleurs de la création de l'État d'Israël, ne prennent aucune mesure contraignante pour obliger le gouvernement israélien à arrêter les tueries. Voici d'ailleurs ce que j'ai entendu le 12 septembre 2024 sur France Inter. Aujourd'hui, nous n'avons plus de voix sur la scène internationale. On a l'Ukraine qui est en train de s'accélérer et de se dégrader. On a Gaza qui est sans doute le plus grand scandale historique je n'ose pas même trouver de référence et dont plus personne ne parle dans ce pays. C'est le silence, la chape de plomb. Les médias n'en parlent plus. Je suis obligé de googler pour trouver une brève qui me donne des nouvelles du nombre de morts qui se passent à Gaza. C'est un véritable scandale sur le plan de la démocratie. Et tout cela au nom de quoi ? Au nom de la guerre. Ah, c'est la guerre, c'est comme ça. Je veux bien, mais c'est pas une guerre tout à fait comme les autres à Gaza, puisque ce sont des populations civiles qui meurent. Donc, on est en absurdie. Et la France s'efface. C'est la France qui est en train de payer l'addition. Et ça, moi, je ne peux pas l'accepter. La guerre a fait des dizaines de milliers de morts à Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas parle de plus de 40 000 morts. L'enclave est plongée dans un désastre humanitaire et sanitaire. Alors, il n'y a pas que j'entends ça en permanence, il n'y a pas que le ministère de la Santé du Hamas qui dit qu'il y a 40 000 morts. Il y en a vraisemblablement beaucoup plus. Beaucoup plus. Donc de ce point de vue-là, ne donnons pas le sentiment que que ce serait un chiffre comme cela tronqué. Non, c'est malheureusement une réalité de tous les jours à Gaza. Les corps sont en morceaux, les cœurs sont en morceaux, les âmes sont en morceaux, les têtes sont en morceaux et l'idée de reconstruire tout cela, alors qu'il n'y a aucune perspective. Il faut quand même voir qu'Israël est en train de créer les conditions d'une réoccupation de Gaza. Que ce soit dans la ligne sud, que ce soit dans la ligne qui coupe au milieu, l'Israël a repris possession de Gaza. La création d'un périmètre autour
Gaza est complètement assiégée. Pardon, et donc, à un moment où la Cisjordanie elle-même est en train de se décomposer, on le voit dans le nord de la Cisjordanie et dans le sud de la Cisjordanie, nous sommes devant une véritable cocotte minute. Mais que faire ? Nous avons des leviers. Nous avons des leviers en matière d'armement, nous avons des leviers en matière économique, nous continuons à accepter de commercer avec un certain nombre de territoires où la colonisation israélienne est active, mais nous refusons de le faire sous des arguments qui sont absolument inouïs sur le plan culturel et intellectuel. Il faut laisser Israël mener sa guerre jusqu'au bout. Mais quel bout ? Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, dit que le Hamas a été éradiqué à Gaza. C'est quoi le bout ? Et c'est le même problème en Ukraine et à Gaza. Nous n'avons pas d'objectif politique. Israël n'a pas d'objectif politique. Et quand vous n'avez pas d'objectif politique, la seule chose que vous savez faire, c'est la guerre. Vous avez reconnu la voix du diplomate Dominique de Villepin, ancien Premier ministre de Jacques Chirac de 2005 à 2007. Il défend des positions internationales équilibrées sur le Proche-Orient. Alors, peut-on traiter Dominique de Villepin d'antisémite, un homme politique de droite qui donne des leçons d'humanisme et de paix au gouvernement macroniste? Je parle d'antisémitisme car la seule défense du peuple palestinien entraîne sur un plateau de télévision, à la radio ou dans les rues une condamnation d'antisémitisme. Certains sont d'ailleurs plus exposés que d'autres, surtout s'ils appartiennent à une association ou à un parti politique. Alors, il y a un cas exemplaire, c'est celui de la députée européenne Rima Hassan. Vous savez que Rima Hassan est née dans le camp de Neyrab, près de Alep, en Syrie, l'un des camps les plus pauvres, où ses parents sont réfugiés depuis la Nakba. Elle est apatride quand elle arrive en France, vers l'âge de 9 ans, et s'installe avec sa famille à Niort. Et après avoir acquis la nationalité française en 2010, elle obtient un master en droit international public à l'université Panthéon-Sorbonne. Rima Hassan fonde en 2019 l'Observatoire des camps de réfugiés, une organisation non gouvernementale consacrée à l'étude et à la protection des camps de réfugiés dans le monde. En 2023, elle fonde le collectif Action Palestine France et rejoint la France Insoumise en vue des élections européennes de 2024. Elle est alors élue députée européenne le 9 juin 2024. Le 12 septembre 2024, elle est de passage à Beyrouth dans le cadre d'un projet sur les réfugiés palestiniens. Elle s'entretient avec un journaliste du grand journal francophone L'Orient le Jour et ce journal la présente ainsi. Il écrit « L'une des figures les plus controversées sur la scène politique française ces derniers mois, de ses interventions télévisées devenues virales, qui lui ont valu parfois des menaces de mort, à son élection en tant que députée européenne auprès de la France Insoumise, Rima Hassan est désormais bien connue du grand public francophone pour son engagement pour la cause palestinienne. Adoubée par certains, qui la considèrent comme l'un des seuls porte-voix des Palestiniens en France, détestée par d'autres, qui l'accusent de faire l'apologie du terrorisme, qui est vraiment Rima Hassan. Alors, je vous propose bien sûr d'écouter quelques extraits de cet entretien, donc réalisé au Liban le 12 septembre 2024. Bonjour Rima Hassan. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très très bien. Ça a été une année très particulière pour vous, en raison de la guerre à Gaza, en raison de votre entrée en politique. Vous avez été aussi victime de nombreuses campagnes de haine. Vous avez été au cœur de plusieurs polémiques. Qu'est-ce que vous en retenez? De cette année, je pense que j'ai du mal à avoir actuellement une prise de recul, précisément parce que les élections sont très récentes et surtout parce que les événements en cours à Gaza dont on est témoin sont toujours aussi violents, toujours aussi préoccupants et donc j'ai pas encore eu de moment de break ou de distance avec tout ça. Et comment vous avez géré ces très bas et ces très hauts, c'est-à-dire à la fois voir l'enclave palestinienne disparaître, être soi-même l'objet de campagnes extrêmement fortes et en même temps devenir une figure qui est appréciée par beaucoup de personnes et qui finit par être la première Française d'origine palestinienne à entrer au Parlement européen?
Moi, j'ai eu un point de rupture, je crois. La question palestinienne, j'y suis attachée depuis très longtemps. Mais je l'ai toujours définie, non pas via un prisme... mon attachement, je l'ai rarement défini via un attachement politique, mais plutôt via ce que je suis, à savoir une réfugiée, une déracinée, une apatride. Et tout mon parcours en témoigne, c'est-à-dire que quand on regarde un peu mon parcours professionnel, les études que j'ai faites, je me suis spécialisée en droit international, j'ai embrassé la question des réfugiés et plus particulièrement des camps de réfugiés avec la fondation de l'Observatoire des camps qui travaille sur tous les camps dans le monde et pas exclusivement sur les camps palestiniens. Donc d'abord, moi j'ai eu une manière d'appréhender la cause palestinienne à travers ce statut de réfugié et en étant en errance. Mais ce qui s'est passé, il y a eu deux éléments en fait qui ont été des points de bascule pour moi. Le premier, c'est l'assassinat de Shirin Abu Akleh, qui était vraiment, pour moi, comme pour beaucoup de Palestiniens, presque on rappelle une journaliste palestinienne qui a été ciblée en Cisjordanie. Et pour moi, comme pour de nombreux Palestiniens, elle faisait presque partie de la famille. On a tous des images de nos parents en train de regarder ces reportages, ces enquêtes, la bravoure, le dévouement qui était le sien sur le terrain. Et quand elle a été assassinée, ça a été extrêmement violent. Et le deuxième point de rupture, ça a été Gaza. Et c'est à ce moment-là où j'ai questionné aussi le rapport que j'avais à cette cause et ce que je pouvais en faire. Et j'ai un peu, disons, pas basculé, mais j'ai continué ce chemin qui consistait à embrasser la question palestinienne, non plus qu'à travers juste mon statut de palestinienne de l'extérieur, mais à un moment donné à embrasser aussi la légitimité à dire ce qui se passe sur ce territoire, quand bien même je n'y ai pas d'attache directe puisque je suis déracinée avec ma famille depuis la Nakba, de dire je peux embrasser cette légitimité à défendre les droits du peuple palestinien au vu de l'urgence qui se déroule. Donc pour moi, tout ça en fait m'a dépassée. Très honnêtement, tout ça m'a dépassée. Je n'avais pas forcément envisagé un engagement politique. Moi, j'étais installée en Jordanie. J'étais partie pour 1 an dans la région pour un travail d'écriture et de photos sur les camps que là je reprends. Et tout ça m'a un peu dépassée. Comme boussole, cette question de qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que j'ai dans mes poches, dans mon bagage d'éducation, de parcours pour pouvoir porter cette voix. On va revenir sur tout ça. Aujourd'hui, vous êtes un personnage très clivant sur la scène politique française. Vous êtes adoré par les uns, vous êtes parfois détesté par les autres. Tout à fait. On va essayer, dans cette interview, d'aller au-delà des polémiques. On va essayer d'avoir une discussion de fond sur vous, sur votre parcours, sur votre rapport au Liban, à la Syrie, à la cause palestinienne et bien sûr sur la campagne européenne. J'aimerais commencer par vous demander qu'est-ce que vous faites actuellement à Beyrouth ? Alors, ce que je fais à Beyrouth, c'est justement de reprendre le projet que j'avais mis entre parenthèses pour la campagne des européennes, puisque je parlais de point de rupture tout à l'heure. J'étais en France, je m'apprêtais à poursuivre un peu mon parcours de juriste en droit international spécialisé sur les questions de réfugiés, et j'avais une proposition de poste d'Amnesty International pour le poste de chargé de plaidoyer migration. Au moment où il y a eu le 7 octobre et ce qui s'en est suivi, j'ai renoncé à ce poste, je suis venue m'installer en Jordanie. Et j'avais signé avec une maison d'édition bien avant, c'était en septembre, pour un livre sur l'exil palestinien et un projet de photos sur les camps. Donc je m'étais engagée sur ces projets ces derniers mois, jusqu'à ce que je rentre effectivement en campagne. Et j'ai saisi là ce que j'ai de vacances parlementaires, à savoir tout le mois d'août, pour revenir dans les camps. Donc j'étais en Jordanie récemment et là je suis au Liban pour la visite de certains camps, recueil de témoignages et photos.
Après cette chanson Oudak Ranan de la célèbre Férouz, qui nous replonge dans l'ambiance libanaise, nous reprenons l'entretien de Rima Hassan à Beyrouth avec un journaliste de L'Orient le Jour. Vous êtes né en Syrie, dans le camp de Neira, près d'Alep. Est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi a ressemblé votre enfance? Bon, on va rentrer dans les plaies de l'enfance. Ce camp, pour moi, j'ai un rapport qui est très ambivalent avec ce qu'est le camp dans ma vie aujourd'hui. C'est à la fois le seul ancrage que j'ai, puisque ma famille y vit depuis plusieurs générations et que c'est aussi concret que ça, c'est-à-dire que ma famille y est enterrée depuis plusieurs générations. Et il y a une forme de sentence comme ça à l'exil qui est terrible. Mon père qui y vit, je sais qu'il va être enterré dans le camp. Il y a une impuissance comme ça à se dire mais on ne peut même pas sauver les siens de cet espace. Et en même temps, c'est un espace que j'ai compris comme étant un espace de violation de nos droits, de dépossession de ce que nous sommes. Et c'est aussi mon parcours de juriste qui s'est spécialisé sur les camps, la fondation de l'ONG sur les camps de réfugiés, qui m'a permis de me documenter sur ce que représentait un camp aussi dans des espaces, dans des villes, dans la grande histoire des migrations. Et donc j'ai un rapport voilà, à la fois des souvenirs d'enfance, disons, très innocents, comme tous les enfants, et je crois que c'est la magie de l'insouciance pour beaucoup. Est-ce que vous avez conscience à ce moment-là d'être apatride? À ce moment de l'enfance? Oui. Absolument pas. Pas du tout. Absolument pas, moi j'ai quitté Ça le ne se camp. concrétise pas au quotidien par certaines choses? Non, surtout à cet âge-là, je pense qu'à cet âge-là, on ne resitue pas. Je veux dire, être palestinien, réfugié palestinien, il faut quand même un bagage aussi d'éléments et de repères historiques, politiques, pour se situer. Donc à cet âge-là, vous vous sentez syrienne ou vous ne vous posez même pas la question? Je ne me pose pas forcément la question, et moi je dis souvent que c'est qu'en étant sorti du camp, parce que quand on est dans un entre-soi, on n'a pas d'éléments de comparaison. Si on n'est que entre réfugiés palestiniens, qu'on ne sort pas de ces espaces, il n'y a personne qui peut vous renvoyer un regard pour vous identifier cette différence que vous avez avec lui. Donc moi, cette conscientisation, elle s'est opérée plutôt dans mon adolescence, quand j'étais en France, et que je répondais à une question très banale de « tu viens d'où ?» Parce que ma tête, mon nom, mon accent, etc. Interrogé. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis posé vraiment la question de qu'est-ce qu'il y a écrit sur mon document, qu'est-ce que j'ai comme document d'identité. Donc vous venez d'où, Rima Hassan? Je sais pas, c'est une question à laquelle je pense que je n'aurai jamais de réponse. Et je crois que c'est la souffrance des réfugiés palestiniens. C'est quand bien même demain, quelqu'un me dit « bon, bah, tu peux retourner chez toi, ton chez-toi fantasmé, idéalisé, la Palestine ». Il se peut que je n'arrive pas à m'ancrer sur ce territoire. Et c'est quelque chose ce qu'on appelle le droit au retour, c'est quelque chose qui nécessite des générations et des générations de réancrage à la Palestine, parce qu'on a eu des générations et des générations de dépossession et d'errance vis-à-vis de cette terre. Donc j'essaye de vivre et d'appréhender le fait que je vis dans mon fort intérieur cette apatridie, pas dans un statut uniquement juridique, puisqu'aujourd'hui effectivement j'ai la nationalité française et j'ai tous les privilèges qui vont avec, le bon passeport, etc. Mais je le vis dans mon fort intérieur comme étant... c'est Élise Pestre, qui a beaucoup travaillé sur les migrations, qui disait que les réfugiés, notamment les réfugiés des camps et apatrides, se sentaient très souvent dans des nulle part permanents. C'est-à-dire qu'on a énormément de mal à s'ancrer dans des espaces, et on va trouver dans ces espaces des choses auxquelles on peut se raccrocher, auxquelles on peut s'identifier. La langue, les liens, la famille, des repères. Mais je ne sais pas où est mon chemin. Vous arrivez en France à l'âge de 10 ans. À l'époque, vous êtes réfugié, vous avez le statut de réfugié. Oui. Comment se passent les premières années en France? Les premières années en France témoignent de tout ce que j'aime et tout ce que je n'aime pas en France. C'est-à-dire que, je vais commencer par le positif, que je ne peux pas oublier, que je ne peux pas trahir. On a rencontré en France, dans les premiers mois, premières années de notre arrivée, des héros du quotidien, vraiment des personnes qui nous ont aidés à tout point de vue, que ce soit des associations, que ce soit des voisins, des gens vraiment ordinaires, les petites gens quoi, qui nous ont aidés à leur manière à nous installer et à nous faire de la place à Niort, parce que moi j'étais dans une toute petite ville voilà, qui est proche de La Rochelle, de Poitiers.
Et ça, je n'oublierai pas cette notion de fraternité réelle, très concrète, dont on a pu bénéficier. Il y a aussi la dimension de ce que c'est de migrer dans un pays. Pour moi, je vis le parcours Syrie-France comme un deuxième déracinement. Quelque chose qui m'a encore dépossédé de quelque chose. Là, on parlait un peu de la langue tout à l'heure. J'ai conscience qu'à chaque fois, on perd quelque chose et on gagne aussi quelque chose dans des parcours. Et en France, il y a eu aussi du rejet, il y a eu aussi du racisme. J'ai le souvenir, et je l'avais déjà exprimé dans une interview, c'est pour dire le ridicule, un peu l'absurde de la situation. On m'a traité à plusieurs reprises, par exemple dans les premières semaines de ma scolarisation, de bougnoule, et je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc voilà, il y a eu il y a eu une confrontation aussi à des problèmes franco-français qui ne sont pas résolus, qui sont, je pense, qu'on hérite de la colonisation, du rapport que nous avons au monde, qui est aussi un rapport fait ou teinté de racisme parfois, et dont on peut être victime quand on arrive en Europe ou en France. En France, aujourd'hui, vous incarnez l'un des symboles de la cause palestinienne. Pourtant, vous n'avez jamais mis les pieds en Palestine. Comment est-ce que vous entretenez ce lien avec ce pays? Alors, je crois d'abord que j'hérite de quelque chose qui me dépasse, qui est que les camps sont les espaces dans lesquels la cause palestinienne... Oui, mais la cause palestinienne, c'est très forgé depuis les camps. L'histoire de la cause palestinienne le témoigne. C'est aussi une cause qui a été énormément portée en exil, on le sait, depuis le Liban, depuis la Jordanie, depuis la Tunisie. Et les camps palestiniens ont une particularité mis en perspective avec les autres camps dans le monde, et c'est le cas aussi des camps sahraouis. Ce sont des entités d'abord politiques, avant d'être des entités humanitaires, contrairement à d'autres camps de réfugiés, de déplacés, où on les appréhende surtout via un prisme humanitaire. Il n'y a pas d'entité politique dans les autres camps humanitaires à travers le monde. Les camps palestiniens ont cette particularité avec les camps sahraouis, qui se trouvent notamment dans la région de Tindouf en Algérie, c'est qu'ils sont d'abord administrés, gérés par des entités politiques. Et je crois que de par l'héritage qui est le mien, l'Anakba, vécu dans les camps depuis plusieurs générations, j'ai aussi hérité de cette cause via ce prisme très politique de ces espaces que sont les camps de réfugiés. Ce qui est aussi un point important qu'il faut nuancer, c'est que, étant une Palestinienne de l'extérieur, j'ai aussi une forme de syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire qu'il y a des moments, et je pense que c'est aussi mon parcours qui en témoigne, c'est-à-dire que j'ai toujours été très attachée à la cause, mais pendant très longtemps, je me disais, mais je n'ai pas... Qui suis-je pour parler? Tout à fait, je n'ai pas accès à ces réalités de terrain que sont la colonisation, l'occupation, l'apartheid et maintenant le génocide. Qui suis-je pour me positionner sur l'avenir des Israéliens ou des Palestiniens alors que je ne vis pas cette réalité? Et maintenant, vous vous sentez légitime à le faire? Là, il faut faire très attention du coup à la manière dont on positionne mon engagement, et c'est là où j'y suis extrêmement attentive. Le positionnement qui est le mien, il est forgé sur les connaissances que j'ai et la maîtrise que j'ai du droit international. Je n'ai pas vocation à dire, par exemple, aux Palestiniens, la voie à embrasser, c'est le Fatah, ou c'est le Hamas, ou il faut tel accord, ou il faut tel régime, etc. La voie qui est la mienne consiste à dire, depuis ma position de citoyenne française, ça m'est insupportable. Il faut bien comprendre que pour moi, la France, c'est, disons, la mère et la Palestine, le père, quoi. Et que il faut comprendre que dans mon fort intérieur, j'ai l'impression de voir tous les jours ma mère en train de génocider mon père, ou inversement, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que j'ai un déchirement entre la France, qui est un soutien inconditionnel aujourd'hui vraiment du régime israélien, qui continue de l'armer, qui ne pose pas les termes... Qui appelle au cessez-le-feu quand même depuis décembre. Oui, bah après des mois et des mois, c'était déjà trop tard. Je veux dire, quand on arrive à Rafah et qu'on parle de cessez-le-feu, bon, après quoi? Après 80% de destruction des infrastructures civiles, après, je veux dire, c'est trop tard de retenir à ce moment-là le régime israélien. Il est déjà au bout de la bande de Gaza, il est déjà au cœur de son offensive génocidaire. C'est avant qu'il fallait intervenir. Donc, mon positionnement, la légitimité de mon positionnement, je le forge sur la boussole du droit international et l'avenir
politique des dirigeants des uns et des autres, il ne m'appartient pas. Il appartient aux citoyens israéliens, palestiniens, qui exprimeront à travers leur citoyenneté cette perspective. Rima Hassan, aujourd'hui, vous ne parlez plus en tant que juriste, vous parlez en tant que figure politique. Donc on peut attendre de vous un positionnement politique beaucoup plus que du point de vue du droit international. Moi, ce que j'embrasse à travers ce mandat de députée européenne, bon, déjà, il faut resituer le fait que je viens de la société civile. Donc, je ne renonce pas pour autant aux boussoles qui étaient les miens, ce qui m'a forgé avec mes dernières années d'expérience professionnelle et d'engagement dans la société civile et les ONG. Donc, je viens quand même avec ma casquette de juriste et je viens avec ces repères-là. Je ne viens pas juste avec une bulle politique ou avec de la stratégie politique, etc. Le deuxième point, c'est que il faut comprendre que l'Union européenne il y a une incohérence aujourd'hui entre ce que prétend être l'Union européenne, à savoir une puissance normative en droit international qui a pour repère l'état de droit, les droits de l'homme, etc. Et le positionnement de l'Union européenne qui rend possible les exactions d'Israël. Donc aujourd'hui, on a plein d'éléments. En quoi il le rend possible? Justement, vous avez plusieurs choses qu'il faut traiter au Parlement européen, ça va être aussi l'objet de mon mandat. C'est de dénoncer le fait que, par exemple, aujourd'hui, l'Union européenne est le premier partenaire commercial de l'État d'Israël. C'est plus de 30% des échanges israéliens qui passent par cet accord d'association signé entre l'Union européenne et Israël. Et figurez-vous que cet accord est conditionné au respect des droits de l'homme. C'est-à-dire que l'article 2 prévoit une suspension de cet accord dès lors que les droits humains ne sont pas respectés. On est quand même face à un État dont les violations du droit international sont extrêmement documentées depuis des décennies. On est face à un État qui commet les pires crimes internationaux en termes d'occupation de territoire et de durée des occupations illégales de ces territoires, de colonisation, d'apartheid et maintenant d'actes génocidaires qui peuvent être qualifiés en crimes de génocide. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'Union européenne on peut faire et qui n'a pas été fait jusqu'à maintenant? Des sanctions qui soient extrêmement claires à l'endroit de l'État d'Israël, comme on arrive à le faire avec la Russie. C'est-à-dire que c'est ce deux poids, deux mesures, si vous voulez, qui est vécu comme étant aussi une injustice et aussi un émiettement de la parole et du positionnement et de la crédibilité des États européens. C'est ça qu'il faut aussi réparer, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on comprenne en France, citoyens français, citoyens européens, que notre crédibilité, ne serait-ce que sur la scène internationale, repose sur une cohérence. On ne peut pas d'un côté dire il y a des crimes qui sont commis depuis quelques années par la Russie et qui engagent un certain nombre de sanctions qu'il faut soutenir au nom du respect du droit international, et de l'autre, avoir des dizaines et des dizaines de milliers de morts, une occupation illégale qui dure depuis des décennies, une colonisation, une qualification d'un crime d'apartheid, et encore un soutien ou une condamnation extrêmement timide et uniquement diplomatique de l'État d'Israël. Alors on va revenir par la suite sur tous ces sujets. Je voulais continuer un peu dans votre parcours. J'aimerais comprendre, votre père vit encore en Syrie, oui. Vous y retournez de façon plus ou moins régulière. C'est la 3e fois. Et beaucoup vous reprochent votre silence sur ce sujet. Et j'aimerais comprendre pourquoi est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, vous n'êtes pas accaparé la cause syrienne de la même façon que vous l'avez fait pour la cause palestinienne? Alors, il faut bien resituer ce qui s'est passé en Syrie et l'âge que j'avais au moment où ça a débuté. J'avais 17 ans, 18 ans, quand le conflit syrien ou la révolution syrienne a débuté. La compréhension et les clés de compréhension de ce sujet, je crois que tout le monde comprend que c'est pas aussi limpide que ça peut l'être, par exemple, dans le conflit israélo-palestinien. Pourquoi? Parce que vous avez des entités diverses qui ont investi ce territoire. Je pourrais vous dire la même chose du conflit israélo-palestinien. Non. Si. Non, vous avez une lecture qui est assez limpide, qui est le cadre opérant pour comprendre. Aujourd'hui, vous avez les Houthis, le Hezbollah, l'Iran directement, qui frappent Israël. Ce sont des entités diverses et qui dépassent la question de l'occupation et de la colonisation. Ce sont des intérêts que chacun va puiser à la fois sur le plan international et régional, et il y a une récupération, on y reviendra bien sûr de cette question, mais je veux dire sur le territoire, le cadre opérant pour comprendre le conflit israélo-palestinien, ce que vous disent tous les experts et les historiens, c'est la colonisation. Il y a quelque chose d'assez limpide quand même historiquement sur cette question de la colonisation. En Syrie, vous avez un certain nombre de groupes
qui, honnêtement, moi, échappe aussi à ma compréhension, aussi à ce moment-là et pendant plusieurs années. C'est-à-dire que je vis en France, j'ai 17 ans, 18 ans, et comme je vous l'ai dit, même sur la question palestinienne, pendant des années, je n'ai pas embrassé cette question sur un prisme politique. Je ne me positionnais pas publiquement, en permanence sur le sujet. Je l'avais plutôt embrassé à travers d'où je venais, à savoir mon statut de réfugié et la question des camps qui était pour moi au cœur de ma construction d'identité et de la manière dont je me situais dans le monde. Aujourd'hui, avec du recul, vous la regardez différemment? Vous vous sentez engagé, notamment pour la cause syrienne? La cause syrienne, ce n'est pas à moi de la porter. J'ai une question de légitimité que je ne peux pas porter. Et je vais vous dire très honnêtement, si j'avais, pendant la révolution syrienne, si j'avais pris la parole publiquement pour dire mon positionnement politique sur les uns et les autres, tout le monde m'aurait reproché, et ça, même des amis syriens, si vous voulez, en rigolent quand j'en discute avec eux, tout le monde m'aurait reproché de me positionner sur un conflit que je ne vis pas. J'ai quitté la Syrie, j'avais 10 ans. La légitimité que j'ai à m'exprimer sur ce sujet, pardon, elle est à questionner. Je ne suis pas citoyenne syrienne. Je ne me situe pas dans l'avenir de ce pays. J'en ai pas la nationalité. Hassan, je n'ai même pas de droit politique en Syrie. Dans ce cas-là, la majorité des Occidentaux peuvent vous dire je n'ai pas de légitimité à m'exprimer ou à me positionner sur la question israélo-palestinienne, ce n'est pas mon sujet. Non, parce que la question israélo-palestinienne, c'est une question qui, depuis le début, a été traitée dans les instances internationales, que l'État d'Israël a été créé par des États majoritairement occidentaux qui n'ont pas invité les Palestiniens à la table des négociations et qui ont imposé la création de l'État d'Israël dans les conditions que nous connaissons, c'est-à-dire qu'au moment de la création de l'État d'Israël, la communauté internationale, c'est une trentaine d'États. Tous les pays dits du tiers-monde du Sud sont encore colonisés à ce moment-là. Ils n'ont pas de voix sur la scène internationale. Le statut de Jérusalem témoigne aussi de cette dimension internationale de ce sujet, puisque le statut de Jérusalem est particulier, on l'a coupé en deux, il y a un statut international pour cette ville. Donc c'est absolument pas, si vous voulez, les mêmes dynamiques et les mêmes éléments historiques qui resituent le conflit israélo-palestinien comme un conflit depuis le début, qui est international, enfin je veux dire qui mobilise les responsabilités des uns et des autres de par la création de l'État d'Israël, et l'évolution de la situation politique syrienne, avec les conjonctures politiques que nous connaissons, avec l'héritage de la famille Assad, de sa dictature et de la quête de liberté d'un certain nombre de Syriens face à ce régime. Il y a eu longtemps dans le monde arabe une instrumentalisation de la cause palestinienne qui a permis de cacher ou de mettre sous le tapis les répressions opérées par les régimes en place contre leur population. Et c'est pour ça, c'est une question centrale pour moi dans notre discussion, c'est est-ce que pour vous, la Palestine c'est une cause ou est-ce que c'est la cause? Et si c'est la cause, qu'est-ce que ça implique en termes de compromis et parfois de compromission avec des mouvements qui, en matière de violation du droit international ou d'horreur, n'ont pas grand-chose à envier ni à Israël ni à d'autres États. Je parle du Hezbollah, je parle du régime iranien, je parle du Hamas le 7 octobre. Ouais. Je vais y revenir, je vais juste continuer, juste un mot sur la question syrienne parce que c'est très important. Bien sûr. Je veux aussi dire que ce qui a échappé en fait en France, c'est carrément des clés de compréhension. Je peux vous demander là de me citer un homme ou une femme politique qui a été très clair sur ce sujet, il n'y en a pas. Vous avez eu à chaque fois des hésitations. Et je pense que c'est regrettable, c'est-à-dire qu'on n'a pas une position, même la France, je veux dire en tant qu'État, n'a pas une position très très claire de soutien, de qui on soutient, à quel nom, jusqu'où, quelle est la ligne de la France et même plus largement de l'Union européenne. Elle n'est pas claire. Vous prenez n'importe quel citoyen français, vous lui demandez de ce qu'il en est du positionnement de la France, c'est clair pour personne. Je ne suis pas d'accord, mais on va essayer de passer à un autre sujet que la Syrie. Oui, voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi resituer cette complexité dans le fait que moi, j'ai grandi aussi en France, que ce conflit, il est arrivé au moment où moi j'étais extrêmement jeune et que j'ai aussi de la famille
pour qui j'ai peur. Enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier que les Palestiniens, ils ont été une cible du régime syrien, que ce soit à Yarmouk, mais même plus que ça. Ain el-Tal, qui est un camp qui est juste à côté du camp dans lequel je suis née, il a été détruit à 80%. Le camp de Nerab dans lequel je suis née, il a été bombardé et il est aujourd'hui encerclé par des checkpoints. Et le régime de Assad vient chercher un à un les hommes pour les mobiliser dans l'armée. Moi, mes propres frères ne peuvent pas retourner voir leurs pères qu'ils n'ont pas vus depuis 20 ans parce qu'ils sont appelés au service militaire. J'ai des demi-frères qui vivent dans ce camp, des cousins, des oncles, qui peuvent à tout moment être la cible du régime syrien. Je veux dire, il faut resituer aussi la complexité du parcours qui est le nôtre et on ne peut pas endosser sur nos épaules, après 20 ans d'exil, avec un déracinement de notre pays d'origine qu'est la Palestine, si vous voulez, une révolution qui n'est pas la nôtre. On vit dans un camp de réfugiés, on n'a pas la citoyenneté de ce pays, nous n'avons pas de droits politiques et on voudrait que Rima Hassan, qui a quitté ce camp de réfugiés, pas la Syrie, parce que je n'ai pas d'ancrage en Syrie, moi je vis dans un camp de réfugiés avec ma famille. On voudrait que Rima Hassan, qui a quitté ce pays à 10 ans, qui a 20 ans d'éloignement avec ce pays, se positionne comme ça du jour au lendemain comme une leaduse d'une révolution syrienne qui ne lui appartient pas. Très honnêtement, ce n'est pas un rejet, c'est une question à un moment donné aussi de respect pour les gens qui portent cette cause, qui ont perdu leur famille, qui ont mené cette révolution, qui ont énormément sacrifié. Qui suis-je, moi, pour, si vous voulez, être en lead de ce mouvement? Et je ne le fais pas pour la Syrie, je ne le fais pas pour les questions libanaises, je ne le fais pas pour les questions, si vous voulez, d'un autre pays de la région. Et tout comme je ne demande pas à des Syriens, ou à des Libanais, ou à des Jordaniens, d'être les porte-voix d'une cause palestinienne que je considère qui doit être entre les mains des Palestiniens en termes de perspective politique. La chanson suivante s'appelle Malqit parce qu'il fut il y eut un jour où je n'ai plus trouvé quoi écrire face à l'actualité trop sanglante. C'est pas moi qui vais me plaindre, mais je vais plaindre ceux qui souffrent, ceux qui sont derrière les caméras et qu'on utilise pour meubler les journaux télévisés. Alors moi, non, je voulais pas écrire de chansons et j'ai écrit un texte pour dire que je ne trouve plus de mots, je ne trouve même pas comment échapper à tout ça. Ça s'appelle Malqit, je n'ai trouvé. نمشي غمض فيها عينيا ما لقيت صاحب واحد يعرف ما يرد عليا ما لقيت موجة تبحر بيا لبعيد
Vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre une chanson de Emel Matlouti. Je vous rappelle que nous parlons dans notre émission d'aujourd'hui de la Palestine, pays colonisé depuis 70 ans par l'État d'Israël et défendu par les Palestiniens eux-mêmes, bien sûr, mais aussi par celles et ceux qui soutiennent la cause palestinienne. La députée européenne Rima Hassan s'entretient à ce sujet à Beyrouth avec un journaliste de L'Orient le Jour. Sur le terrain, la situation pour les Palestiniens, le statu quo qui était mis en place, il devenait intenable depuis une trentaine d'années, depuis les accords d'Oslo. Est-ce que vous pensez que le retour de la résistance armée, enfin d'une forme de résistance armée, était quelque part inévitable ? Je pense que c'est un élément d'une forme d'enlisement de ce conflit. C'est-à-dire que plus ce conflit s'est enlisé dans une impasse en termes politiques et diplomatiques, plus ça a fait le terreau de cette revendication de la lutte armée. C'est précisément parce que les voies diplomatiques et de droit international ont échoué, et c'est là où il y a une responsabilité des États occidentaux, et c'est là où il y a une hypocrisie. C'est-à-dire, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre quand pendant 30 ans, on laisse les Palestiniens livrés à eux-mêmes, face à une colonisation, face à une occupation de ces territoires, face à un nettoyage ethnique continu, une Nakba continue de 1948 à aujourd'hui, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Je veux dire, si ce n'est que des groupes comme le Hamas se forgent, recrutent des hommes, saisissent la misère qui est celle des Palestiniens, la nourrissent ou l'alimentent avec cette quête de résolution du conflit, avec les moyens les plus violents, les plus radicaux, etc. Il y a un moment dans les camps, quand je suis venue au Liban en 2014, l'écrasante majorité des portraits que je pouvais voir, c'était ceux de Arafat, c'était encore des figures, disons, qui pouvaient être représentées aux nations, de l'héritage, en tout cas de Arafat, qui sont aujourd'hui représentés aux Nations Unies, dans les voies diplomatiques, dans les ambassades, etc. Aujourd'hui, dans les camps, vous avez une présence de plus en plus importante dans les symboles, dans ce qui est affiché, dans les ruelles, dans ces camps, qui sont des symboles parfois d'adhésion au Hamas. Et c'est là où il y a une responsabilité de ce que je disais. Il y a quelque chose, effectivement, quand on a une lecture honnête, qui est quelque chose qui était inévitable dans une radicalisation. Ça pouvait passer par la lutte armée, comme ça peut passer par les attentats, mais ce qui est sûr, c'est que cette radicalité, elle était palpable. Cette saisine des moyens les plus radicaux, elle était palpable face à un échec sur plusieurs décennies des voies diplomatiques et des voies du droit international. Si un cessez-le-feu est signé prochainement, le Hamas est encore présent et même dominant dans l'enclave. La cause palestinienne, aujourd'hui, il y a une sorte d'OPA qui a été faite sur la cause palestinienne par l'axe iranien. Comment on peut contrer ça? Comment on peut faire en sorte que des voix justement plus modérées reprennent le leadership sur cette cause? Ça, c'est, j'ai envie de dire, je crois qu'on va arriver à une période où on va supplier les Palestiniens d'être modérés. Et ça, il faut en avoir conscience. On va arriver à une période où on va regretter la parole et le positionnement modéré des Palestiniens, où qu'ils soient. Moi, il faut quand même se rendre compte qu'avec tous les avantages que j'ai, tous les privilèges que j'ai aussi une forme de radicalité, de souffrance inouïe de ce qui est en train de se dérouler. Et pourtant, j'ai de quoi manger, je suis à l'abri, j'ai mes diplômes en poche, tout va bien, quoi. J'ai ma famille, etc. Et ce que je ressens, j'essaie de mesurer ce que ressentent les Palestiniens qui sont sur place, quoi. Et je pense que c'est ça qu'il faut réparer et dénoncer. C'est que les mains tendues par les Palestiniens n'ont pas été saisies. Les efforts qui ont été faits par les Palestiniens de négociation, de diplomatie ces dernières décennies
n'ont pas été saisies. Les dénonciations qui ont été faites de la colonisation, de l'occupation, tout le monde a laissé faire, tout le monde a regardé. Il y a 800 000 colons qui ont été installés ces dernières décennies sur les territoires palestiniens. On va nous faire croire que personne n'a vu faire ça, qu'il n'y a pas d'entreprises qui ont financé ça, qu'il n'y a pas des banques qui ont participé à ça, que ce n'est pas dans les échanges et les discussions, quand des diplomates se déplacent, quand les ONG font des rapports, documentent ce qui est en train de se dérouler. Et tout le monde vient aujourd'hui dire aux Palestiniens « Attention, il ne faut pas vous radicaliser, vous devriez rester modérés ». Mais après quoi ? Après quoi ? Il n'y a pas un Palestinien aujourd'hui qui n'a pas un compte à régler avec Israël et ses complices. Mais politiquement, c'est quelque chose qu'on peut tout à fait comprendre du point de vue humain. Mais d'un point de vue politique, cette radicalisation, elle mène aussi à une impasse encore plus grande et encore plus douloureuse pour les Palestiniens que ce qu'ils ont pu vivre ces dernières décennies. Je sais pas. Moi, si vous voulez, je comprends. Je suis très pragmatique, si vous voulez, dans la manière d'appréhender le sujet. Oui, on est tous d'accord ici pour dire que dans un monde idéal, il faut discuter, il faut signer des accords, et ça se passe très bien. C'est au-delà de ça, c'est-à-dire que quand vous avez tout un peuple qui vit dans sa chair une dépossession, un nettoyage ethnique, quand je vous dis qu'il n'y a pas un Palestinien qui n'a pas un compte à régler avec Israël, c'est que moi, tous les Palestiniens que je rencontre, même ceux qui viennent de familles fortunées que j'ai rencontrées, qui sont des héritiers de telle ou telle famille, etc., et qui sont en exil, ils ont tous un compte à régler avec Israël. Soit parce qu'ils ont perdu leur maison, soit parce qu'ils ont été expulsés, soit parce qu'un membre de la famille a été emprisonné, soit parce qu'ils vivent dans des camps, soit parce que sur place, ils vivent la colonisation, l'occupation, etc., et maintenant à Gaza, le génocide. Qu'est-ce que vous voulez dire à tout un peuple qui a subi ça depuis 1948, aujourd'hui pour le ramener à la raison et à la négociation? Je crois que le préalable, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est d'avoir une position qui est plus exigeante vis-à-vis d'Israël, c'est de montrer aux Palestiniens qu'il y a une réelle volonté dans la communauté internationale et dans les États de la région d'entendre la souffrance palestinienne, c'est de sanctionner Israël, c'est d'avoir une parole politique et diplomatique qui reconnaissent les Palestiniens dans leurs droits et dans leurs souffrances, donc reconnaître l'État de Palestine et arrêter de faire croire aux Palestiniens que c'est une faveur qu'on leur fait. C'est pas un dû, hein, c'est un dû plutôt, c'est pas une faveur. On a l'impression d'être dans une position, on est là à quémander aux Français, aux Britanniques, aux Américains de nous reconnaître ce que nous avons en nous, à savoir notre identité. Je veux dire, c'est quand même assez absurde. Donc il faut d'abord, je crois, avancer sur ces éléments-là, et c'est les seules choses qui pourront faire basculer, si vous voulez, un Palestinien qui a été, entre guillemets, radicalisé ou récupéré, de se dire « Ah, en fait, ça peut venir de là ». La solution à deux États qui était prônée par Oslo, aujourd'hui, elle ressemble à une utopie, en raison surtout de la colonisation qui n'a cessé d'augmenter et d'augmenter ces dernières décennies, comme vous le rappeliez. Vous prenez depuis longtemps la solution à un État, mais est-ce qu'elle n'est pas encore plus utopique? Peut-être, mais j'ai besoin d'espérer. Elle part d'une réalité, c'est-à-dire des gens qui vivent dans un même espace avec des droits et des libertés qui sont tout à fait différents, mais un peuple ou un État en tout cas qui refuse aujourd'hui de reconnaître l'autre, est-ce qu'il peut accepter de devenir minoritaire dans un vaste ensemble, alors même que l'État d'Israël a été créé pour le protéger à la base? Je vous parlais d'espoir. C'est important l'espoir. Ça sauve des vies, ça sauve peut-être même des générations, en tout cas pour les Palestiniens, et parce que ça sera long. Moi je pense que je partirai de ce monde, je ne verrai pas une concrétisation, une réalisation de mes espérances. C'est terrible ce que vous dites. Je sais que c'est terrible, mais parce que je vis, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que je vis dans une lignée de gens sacrifiés. Et la responsabilité qui est la mienne, elle est aussi d'inscrire mon engagement dans quelque chose qui puisse encore nous faire espérer, et une quête stricte de justice. Et ça, il faut être intransigeant là-dessus. Donc espérer, c'est embrasser des perspectives qui nous le permettent. Moi, si je vais être honnête avec moi-même, avec vous, deux États, il n'y a pas d'espoir. Je ne vois pas
d'espoir dans cette perspective. Un État, ce n'est pas une revendication en soi, c'est un renoncement aussi. Il ne faut pas penser que les Palestiniens, quand ils disent qu'il n'y a plus de possibilité d'avoir un État, ils sont tout contents, ils sont animés par le fait d'atteindre le territoire d'Israël ou je ne sais quoi. C'est un renoncement dans leur chair. C'est quelque chose pour lequel ils se sont battus depuis des générations et des générations. Et ils en arrivent à un moment où ils se prennent en pleine face que ce n'est pas possible et que ce n'est pas réalisable. Qu'est-ce que vous voulez que les Palestiniens progressistes fassent, si ce n'est chercher une alternative où chacun et chacune peut vivre, survivre, avec des droits, avec une identité, avec la reconnaissance de ce qu'il est. Et c'est dans cette situation que moi je situe ma parole. Qu'est-ce que vous voulez que je dise face à une réalité de terrain qui me dit « tu n'auras pas d'État palestinien ». Il n'y en aura pas de concrétisation de l'État. Le slogan « From the river to the sea », du Jourdain à la mer, aujourd'hui il est perçu par une grande partie des Palestiniens comme une forme de libération, ou en tout cas de lutte vers l'égalité, et il est perçu par une grande partie des Israéliens comme une menace de disparition. Comment on dépasse cette impasse ? Il faut comprendre la souffrance du peuple juif, des Israéliens, qui ont une mémoire, on n'a pas, je crois que le peuple palestinien n'a pas forcément, si vous voulez, c'est pas un cadre opérant pour les Palestiniens. Il ne cible pas les Israéliens, ce qu'a rappelé Henri Lorenz, qui est un des plus grands historiens sur le sujet. Il dit mais les Palestiniens, ils ne sont pas fondamentalement antisémites, ils sont anti-occupation. S'ils avaient été colonisés, occupés par des Esquimaux, ils seraient anti-Esquimaux. Donc il faut reprendre, si vous voulez, ce cadre. Les Israéliens ne sont pas ciblés pour ce qu'ils sont, ils sont ciblés pour ce qu'ils font. Et cette nuance-là, elle est extrêmement importante et elle n'est pas assez rappelée, notamment en France. Donc nous avons une responsabilité quand nous parlons de la Palestine. Nous avons une responsabilité de ne pas alimenter, de ne pas raviver des mémoires avec lesquelles aujourd'hui nous devons composer, même si on peut dénoncer l'injustice initiale. Moi, le village de mes grands-parents, il a été rasé, il est détruit, ma famille a été expulsée, certains sont morts. J'ai le droit de rappeler cette injustice. Ça ne veut pas pour autant dire que je veux retourner dans le village de Al-Beroué, tuer toutes les personnes qui y vivent aujourd'hui, qui sont de confession juive ou qui sont de nationalité israélienne, mais c'est aussi mon droit de resituer l'histoire de ma famille et de resituer cette injustice. Donc, de la mer au Jourdain, c'est un slogan qui aujourd'hui, c'est comme ça que je le perçois dans les milieux militants, c'est une réappropriation d'un slogan qui est historique dans la lutte palestinienne, qui effectivement embrasse un nouveau paradigme qui est celui de l'apartheid et qui consiste à dire, aujourd'hui, la perspective qui permet de sauver les uns et les autres, c'est un État binational où chacun et chacune vit et est reconnu pour ce qu'il est et où on fait sauter les analyses démographiques de qui est majoritaire, qui est minoritaire. Par ailleurs, aujourd'hui, ils sont à égalité israéliens-palestiniens en termes de démographie. Et on n'a plus de rapport de domination d'une population sur une autre, puisque chacun peut jouir d'un droit de circulation, d'installation, de travail de la mer au Jourdain. Pourquoi vous avez décidé de rejoindre la France Insoumise et pas un autre parti politique ? J'avais participé aux journées d'été des Verts et de la France Insoumise l'été précédent mon élection. Et pour aborder ces questions, il y avait d'autres sujets sur lesquels j'avais fait des interventions, notamment sur la migration. Et les propositions sont venues des deux partis, avec l'un avec une position qui n'était pas nécessairement éligible, en l'occurrence les Verts, et de la France Insoumise, où là j'avais une position vraiment éligible, en l'occurrence à la 7e place sur la liste. Je vous pose la question parce que sur les questions de droit international, le deux poids deux mesures que vous reprochez aux Occidentaux, la France Insoumise et elle-même fait souvent l'objet de critiques similaires, que ce soit sur la question syrienne, ukrainienne, au Venezuela, etc. Oui. Donc, quand notre boussole est le droit international, oui. Pourquoi est-ce qu'on rejoint un parti qui a un rapport avec le droit international qui est assez ambivalent ? Il y a, je ne pense pas que ce soit le droit international qui est ambivalent, il y a, je crois, des sujets qui n'ont pas été assez investis, comme est investie aujourd'hui, je pense, la question palestinienne, parce qu'il y a aussi des sujets,
un sujet d'incarnation aussi parfois, vous savez, vous avez dans des mouvements parfois des figures qui émergent sur un sujet particulier, qui vont le porter pendant tout leur mandat. Ça a été le cas pendant la question de l'apartheid, par exemple en Afrique du Sud, vous avez eu des personnalités politiques en France qui pendant des années ont embrassé cette cause, qui l'ont incarnée. Je crois que sur la question syrienne par exemple, il n'y a pas eu de figure qui pouvait incarner pleinement cette question, qui s'en est saisie, qui en a fait un sujet prioritaire. Donc c'est aussi une question de quels sont les humains qui composent aussi les partis politiques et ce que vous ramenez avec vous. Moi, la question des deux États, je citais cet exemple, la question d'un État, par exemple, binational, elle n'était pas du tout traitée. Et je suis arrivée avec de la documentation, avec des choses, avec des sources. Et c'est pas un positionnement aujourd'hui qui est revendiqué parce que le parti politique et ma famille politique, on est aussi obligé de se conformer à ce que disent les Nations Unies. Voilà. Mais en tout cas, ça a nourri les réflexions. Et je crois que ce qui a manqué, c'est peut-être à un moment donné des positions qui m'ont manqué de clarté, de visibilité, de pédagogie sur ces sujets, mais il y a un moment donné aussi dans une famille politique des humains dont on a besoin pour incarner ces sujets. Et c'est le cas sur plein de sujets. Là, on peut vous citer là actuellement la RDC. Il y a des millions de personnes qui sont touchées par ce conflit. Il n'y a pas forcément une figure qui... Mais vous n'avez pas peur que ça affaiblisse votre discours ? Non, si vous voulez, en plus, moi, c'est un truc que dont je suis un peu lassée par moments parce que j'ai pu faire des interviews, on m'a sorti des déclarations de Jean-Luc Mélenchon quand j'avais 17 ans, 18 ans, je veux dire, quand le conflit syrien a débuté, etc. Si vous voulez, c'est pas non plus à moi de rendre compte des positions d'un mouvement pendant des décennies, quoi. Est-ce que vous n'avez pas eu peur à un moment donné, pendant la campagne européenne, de vous enfermer dans une image et peut-être même parfois dans la caricature qui est dénoncée par vos adversaires, du fait que vous parliez exclusivement, quasi exclusivement de la Palestine dans une campagne européenne, du fait qu'il y a pu avoir, en tout cas aux yeux du public, une forme d'instrumentalisation de votre identité de la part de votre parti, quand Jean-Luc Mélenchon vous fait monter sur scène avec le kéfier au soir de la victoire. Mais c'est très paternaliste de dire ça. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas du tout l'historique et tout le monde a en tête que c'est un homme, Jean-Luc Mélenchon, qui fait monter Rima Hassan. Alors comment ça s'est passé ? Mais vous voulez vraiment le détail de ce qui s'est passé ? Vous allez rigoler. Juste, j'aimerais comprendre. Non, mais je vais vous donner les éléments de détail, vous allez vraiment rigoler. Je suis arrivée avec ce kéfier comme je le porte tous les jours. Figurez-vous que j'avais un t-shirt blanc, mais vraiment c'est des éléments intimes que je vous donne, ça va faire sourire tout le monde. J'avais des sous-vêtements qui laissaient transparaître ma poitrine d'une certaine manière, ou en tout cas, voilà, j'avais pas de bonnet, si vous voulez, dans mon soutien-gorge. Je le dis parce que c'est vraiment très drôle. La question s'est posée de est-ce que je garde le kéfier ou pas, puisqu'il y avait énormément de journalistes, énormément de flash, et que je n'avais pas prévu de monter sur scène. Je veux dire, quand on voit ma tenue, je suis en basket, jean, initialement, je n'avais pas prévu de monter sur scène. On a échangé sur voilà, qui était présent, pas présent. Il y avait beaucoup de personnalités du parti qui étaient sur des plateaux de télé. Et donc moi, étant présente et ayant été aussi présente dans la campagne des législatives, j'ai ce kéfier et je le mets sur mes épaules, non pas à ce moment-là comme une revendication politique particulière, mais vraiment par souci de me dire j'ai un t-shirt blanc, les flashs, etc. et les caméras vont laisser transparaître en fait mon sous-vêtement et donc je le porte dans ce sens-là. Et en fait, ça m'a complètement dépassée ensuite. Et c'est très paternaliste, je trouve, la manière dont on présente les choses, parce que tout le monde présente ça comme étant c'est Jean-Luc Mélenchon qui fait monter Rima à sa place avec le kéfier. Mais ça va pas, je veux dire, il y a un moment donné, je suis une femme qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle porte, pourquoi elle le porte. Le kéfier, je le porte de manière parfois très détachée, parfois avec une revendication, mais c'est une pièce que je mets sans toujours la conscientiser. Et il n'y avait pas à ce moment-là un souci de provocation. Avec du recul, vous ne le regrettez pas à ce moment-là ? Absolument pas. Si c'était à refaire, je l'aurais même conscientisé avec le message politique. J'ai parfois le sentiment qu'il y a deux Rima Hassan. Vos détracteurs, parfois quand on les écoute, ils vous présentent presque comme une porte-parole du Hamas et je pense qu'on s'en est rendu compte tout au long de cette interview, vous êtes très loin de ça. Vous avez un discours très nuancé avec lequel on peut avoir des désaccords ou non, mais qui est très loin d'être radical sur le plan politique. Par contre, au niveau de la forme, vous allez dans la radicalité, vous allez parfois dans l'outrance, vous allez parfois dans la provocation. Est-ce que vous n'avez pas peur
que ça contribue à vous desservir, à moins bien faire passer votre message? C'est très subjectif ce que vous me dites. Bien sûr. Bon, est-ce que, si vous voulez, je peux passer des mois et des mois à répondre à la subjectivité des uns et des autres. Vous avez aussi des gens qui ne me trouvent pas assez radicale. Vous avez des gens qui m'écrivent, qui me critiquent, qui me ciblent pour me dire non, les attaques du Hamas, ce ne sont pas des attaques terroristes, alors que j'en ai parlé comme tel, en tout cas du mode opératoire depuis le début. Quotidiennement, moi, il y a des personnes qui voudraient que je change, j'ajuste mon discours, que je dise ceci, que je dise cela. Donc, c'est un puits sans fond. Je vais vous répondre à vous sur ce que vous considérez être une radicalité. Et après, voilà, j'en finis plus, si vous voulez. Donc, je dis ce que j'ai à dire. Et je m'autorise aussi le droit, et ça c'est une revendication à laquelle je ne renoncerai pas, je m'autorise aussi le droit d'être en deuil. Je m'autorise le droit à la subjectivité. Je m'autorise le droit à la souffrance. Le sujet palestinien, si vous voulez, ce qui a participé à le déshumaniser, c'est précisément des discours politiques très froids, très... Personne n'a incarné, porté cette question de la souffrance, de la plaie, de la colère. Tout ça, on doit le voir. Tout ça, on doit l'entendre. Le monde doit le voir, doit l'entendre. On ne peut pas juste parler en résolution des Nations Unies, en un État, 2 États, avec un discours, si vous voulez, très froid, etc. Il y a des moments où moi, personne ne peut me reprocher d'être en colère. Je ne veux pas être trop, à mon tour, arrogante, mais on a de la chance d'avoir des voix comme les miennes. Je vous le dis avec... de ce que je vois de changement dans les mobilisations sur la question palestinienne, qu'on s'estime heureux d'avoir encore des voix qui espèrent précisément, qui n'ont pas renoncé à une perspective, où on peut cohabiter, où on peut penser à un avenir commun, etc. Le jour où ça sera foutu, c'est quand vous aurez des gens comme moi, d'autres, qui vous diront « on ne veut plus discuter avec vous ». Et en fait, ce que vous pensez de nous, ça ne nous intéresse même plus. Moi, je suis encore dans une étape où je tends l'oreille à ce qu'on me dit, à ce que je pourrais rectifier, à ce qui pourrait être amélioré, etc. Faut pas en rajouter, quoi. Si on n'arrive pas à saisir ces voix palestiniennes qui proposent encore des alternatives, c'est foutu. Et la radicalité dans toutes les sphères de la cité palestinienne ne va que se développer. Merci beaucoup, Rima Hassan. Merci à vous. Vous venez d'entendre la députée européenne Rima Hassan. Rima Hassan a exprimé la souffrance qu'elle partage avec le peuple palestinien victime d'un génocide. Son espoir repose encore sur toutes les personnes qui soutiennent la cause palestinienne. Mais malheureusement, ces personnes sont menacées par plusieurs gouvernements occidentaux et particulièrement par le gouvernement français. Je tiens à vous faire entendre maintenant donc le témoignage de l'infirmière Imana Marifi, qui l'hiver dernier s'est rendue à Gaza lors d'une mission humanitaire avec l'association PAL-MED, Palestine Médicale. Elle a été arrêtée, perquisitionnée et placée en garde à vue le mercredi 4 septembre 2024. Il lui était reproché d'avoir proféré des menaces de mort et des insultes à l'encontre d'une salle événementielle qui devait accueillir un salon de l'immobilier israélien à Paris. Son témoignage a été recueilli par la chaîne Blast. C'est vraiment quelque chose que j'emmènerai avec moi très longtemps, quoi. Donc toutes les plaies par balles, les explosions, les blasts, c'est non-stop. J'ai travaillé quasiment 20 heures sur 24 tous les jours. Il y a un blocus sur les médicaments, il faut le dénoncer. On m'attribue des mots qui ne sont pas les miens. J'aurais dit que nous allions faire un Bataclan. Je n'ai jamais dit ces mots-là. Je ne suis pas du tout quelqu'un de violent. J'ai jamais prononcé aucune menace. J'ai eu la présence d'esprit d'enregistrer l'appel. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas rappeler. Non, mais c'est pas ça. Mais il faut quand même que vous compreniez. Je voulais juste m'assurer qu'elle sache bien de quoi il s'agissait et ce qu'elle allait accueillir dans ces salons. Moins de 48 heures plus tard, j'ai été réveillée par les forces de l'ordre à la maison. Je sais qu'il y a des mots qui ont été beaucoup dits, mais je les répète, le 2 poids 2 mesures est insupportable. On ne peut plus avoir de compassion pour les femmes et les enfants de Gaza. Je suis témoin d'enfants qui sont morts en recevant une balle dans la tête, que j'ai moi-même retirée. Et on doit s'habituer à cette horreur. Je peux pas me taire. C'est humain, je peux pas me taire. Leur humanité, moi, m'a transcendée et elle m'a changée vraiment éternellement.
Je suis Iman Marifi, je suis infirmière humanitaire. Je suis une infirmière qui a eu l'honneur de faire partie de la première délégation française à avoir pu se rendre à Gaza au mois de janvier dernier. C'était vraiment un honneur et un privilège, j'insiste toujours dessus. J'ai été très touchée et affectée d'apprendre qu'il y avait un salon de l'immobilier israélien qui allait se tenir à Paris. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai téléphoné ce salon de manière autonome, volontaire et pour moi humaine, parce que j'avais déjà témoigné dans ce salon il y a quelques mois, j'avais déjà été et j'avais rencontré très brièvement la responsable qui m'avait semblé être de bons contacts. Donc j'ai pris l'initiative mardi dernier, mardi 3 septembre, de téléphoner, de demander à lui parler. J'ai eu la présence d'esprit d'enregistrer l'appel. Et vous êtes une des personnes responsables du salon, de oui, salon. Mais je comprends pas. Je voulais juste m'assurer qu'elle sache bien de quoi il s'agissait et ce qu'elle allait accueillir dans ces salons. Je vais vous expliquer. En fait, je voulais juste être sûre que les responsables du salon, en tout cas les propriétaires, je sais pas trop comment on dit, connaissaient l'enjeu de ce salon israélien et de ce qu'ils allaient vendre. Mais vous n'avez rien à voir, madame. Vous monopolisez le téléphone des salons Hush. On a peut-être 15 événements par jour. Donc je vous demanderai s'il vous plaît de ne pas rappeler. Non, mais c'est pas ça. Mais il faut quand même que vous compreniez. Donc elle m'a très vite expliqué qu'elle savait et elle m'a raccroché au nez. Pour moi, c'était un sujet clos. Iman téléphone au salon Hoche une semaine avant la tenue d'un événement de l'immobilier israélien organisé par iCube. iCube est une société israélienne qui, depuis les années 90, promeut le marché de l'immobilier israélien en France en organisant des salons. Lors de son appel, Iman a interpellé le salon Hoche sur les liens qu'entretient iCube avec des organisations et des agences immobilières accusées de participer activement à la colonisation israélienne. Vous le savez, plus que jamais, Israël a besoin de votre soutien et vous êtes prêt à franchir le pas pour construire votre avenir en Israël. iCube peut par exemple compter sur le soutien direct de l'Organisation sioniste mondiale, pilier historique et principale organisation du mouvement sioniste. Le salon compte aussi sur la présence de l'agence immobilière Africa Israël, épinglée pour avoir participé à la construction d'habitations dans des colonies illégales en Cisjordanie. Nous vous recommandons vivement, pour approfondir le sujet, de regarder le reportage réalisé pour Blast par notre journaliste Thibaut Izori, qui a enquêté sur ces foires immobilières israéliennes proposant à la vente des logements situés dans des colonies illégales. Moins de 48 heures plus tard, ce jeudi, j'ai été réveillée par les forces de l'ordre à la maison et ils m'ont tout de suite signifié mon placement en garde à vue pour menace de mort réitérée en raison de l'appartenance à une ethnie, une religion ou une race. En m'expliquant que c'était en rapport avec mes appels téléphoniques. Donc j'ai expliqué que j'en avais fait qu'un. Ils ont perquisitionné ma chambre, principalement ma chambre, ils ont été dans toutes les pièces de la maison. Ils ont perquisitionné le t-shirt que je porte actuellement, le pins et un drapeau que j'avais apposé à ma fenêtre. C'était surtout mon téléphone qui les intéressait. Moi j'ai une fille de 3 ans et une de 10 ans. Et c'était assez impressionnant d'avoir autant de monde à la maison. Elles l'ont assez mal vécu. Ma fille m'a dit « Maman, c'est trop triste que tu n'aies pas pu venir avec moi à ma rentrée. Tu m'as manqué aujourd'hui, etc. » Donc c'est vraiment quelque chose que j'emmènerai avec moi très longtemps, quoi. Je les ai suivis, on est allé au commissariat du 8e arrondissement. Et ensuite, j'ai été auditionnée en présence de mon avocate. C'était des questions qui portaient principalement donc, sur l'appel téléphonique, bien sûr. J'ai tout de suite déclaré que je n'avais rien à voir avec ça. On m'attribue des mots qui ne sont pas les miens. J'aurais dit que nous allions faire un Bataclan dans cette salle. Je n'ai jamais dit ces mots-là. Je ne suis pas du tout quelqu'un de violent. Je n'ai jamais prononcé aucune menace. Et l'enregistrement est entre les mains de la justice. J'ai également eu à répondre à des questions sur mon militantisme. Qu'est-ce qui m'avait amené à aller à Gaza ? Comment je parlais de mon engagement à mes enfants ? Quelle était la position de mes enfants ? J'aurais dit mes enfants ont 3 et 10 ans, ils n'ont pas de position. Manifestation interdite. Convocation d'élus par la police antiterroriste. Répression du mouvement étudiant. Journalistes interpellés. Syndicalistes condamnés pour un tract. Tentative de dissolution de groupes pro-palestiniens. C'est dans un contexte de criminalisation du mouvement pour la Palestine qu'intervient la perquisition et l'arrestation d'Iman. Je vous avoue que quand j'étais, je sais pas comment on dit, ça fait c'est un peu théâtral de dire en cellule, mais en tout cas quand j'étais en garde à vue, j'ai longuement été seule et je me disais mais en fait il faut que je me taise maintenant. Là il y a des conséquences, on vient chez moi, c'est devant mes enfants et en fait cette pensée a duré un quart de seconde et je me suis dit non justement il faut pas que je me résigne, mais justement il faut que je me motive. Je sais qu'il y a des mots qui ont été beaucoup dits, mais je les répète, le 2 poids 2 mesures est insupportable. Et je dois le dire, est-ce que si les Palestiniens, les enfants, si ce n'étaient pas des Arabes, je le dis, si les femmes n'étaient pas des femmes voilées, je ne parlerai même pas des hommes,
puisque une étiquette leur a été apposée. Donc je ne peux plus parler des hommes. On ne peut plus avoir de compassion pour les femmes et les enfants de Gaza. J'ai été à Gaza du 21 janvier au 7 février dernier, lors d'une mission humanitaire internationale. On a été affecté à l'hôpital européen de Khan Younes, qui a été évacué et fermé le 1er juillet dernier. Donc il faut savoir que tous nos collègues qui ont été évacués connaissent maintenant le déplacement. Pour certains, en 2 mois, ils ont été déplacés plus de 10 fois, parce qu'il n'y a pas de zone sûre à Gaza actuellement, malgré les tracts. Donc des zones sûres sont bombardées, c'est important de le dire. Pourquoi j'y suis allée? Parce que je suis maman, que j'ai des enfants et que cette opportunité m'a été présentée. Il était pour moi inconcevable de la refuser. C'était juste être humain et j'ai des compétences dont ils ont eu besoin à un moment donné. Je ne voyais pas les choses autrement que de les mettre à leur service. Et qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Il n'y a pas d'autre mot que le chaos, la déchéance, vraiment. Alors eux diront d'eux-mêmes qu'ils vivent dans l'indignité. Nous, pour notre part, toute la délégation, nous les avons trouvés extrêmement dignes. Leur humanité, moi, m'a transcendée et elle m'a changée vraiment éternellement. Il n'y a pas d'autre mot. Toutes les ONG ne peuvent pas rentrer, il y a beaucoup de refus. Les ONG qui arrivent à rentrer, on réussit à préparer une délégation de 10 soignants, par exemple. Et quand on arrive à la frontière pour entrer à Gaza, parfois, sur des délégations, c'est jusque 70% de la délégation qui est refusée. On a une délégation de 18 chirurgiens et médecins internationaux qui a été refusée à l'entrée, alors que tout était en règle. Donc il est extrêmement difficile d'entrer. C'est pour ça que je dis que l'aide humanitaire rentre au compte-gouttes. Vraiment. C'est très difficile. Les dispositifs médicaux rentrent au compte-gouttes. On manque de tout. On manque d'antibiotiques. Je voudrais aussi dénoncer les impétigos bulleux d'enfants. C'est très douloureux. Ça nécessite des antibiotiques et topiques et oraux qu'ils n'ont pas. C'est des cicatrices qui sont horribles et surtout les douleurs. Et les médicaments ne rentrent pas. Il y a un blocus sur les médicaments. Il faut le dénoncer. Donc nous, on demande aussi l'ouverture du couloir de Philadelphie. Le corridor de Philadelphie est une zone tampon démilitarisée entre Gaza et l'Égypte. Au mois de mai, quand l'armée israélienne est entrée dans Rafah, elle a pris le contrôle de la zone. Qui est actuellement sous contrôle israélien. Donc on souhaiterait qu'il passe sous contrôle de l'Égypte, ou qu'il soit ouvert, ou sous un contrôle international. Mais il est important que ce couloir entre pour laisser passer et les humanitaires, et l'aide humanitaire, évidemment, et que les Gazaouis, dans les cas les plus graves, puissent sortir. Il y a des cas de cancer quasi terminaux, en voie de devenir des cancers terminaux, qui nécessitent des chimiothérapies, des radiothérapies et qui ont besoin de sortir. Cette invisibilisation de la Palestine est insupportable. Il y a des enfants et des femmes qui meurent et je le répète, je suis témoin d'enfants qui sont morts en recevant une balle dans la tête. Une balle dans la tête, que j'ai moi-même retirée. Donc, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Je l'ai dit, ces mots que je vous dis aujourd'hui, je les ai prononcés à l'Assemblée nationale le 13 février dernier. Les patients qui arrivent déjà morts, on en a tous les jours. C'est-à-dire que les familles vous amènent leurs proches décédés. Je parle également d'enfants, mais ils n'y croient pas, donc ils vous l'amènent quand même. Il est souvent décédé dans la nuit, ils ne nous l'amènent pas dans la minute. Et il est déjà froid, c'est déjà un cadavre, pas d'autre terme. Ça fait plus de 7 mois. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? On a un humanitaire américain qui est revenu il y a quelques semaines qui dit exactement la même chose. Et ça ne s'arrête pas. C'est insupportable. Et on doit s'habituer à cette horreur. Donc non, je n'arrêterai pas de parler de la Palestine. Je visibiliserai le génocide qui est en cours. Et je peux pas me taire. C'est humain, je peux pas me taire. En tant que Française juive, le crime du siècle qui se déroule sous nos yeux, en direct, annoncé par le gouvernement israélien, en notre nom, mais insupportable. Et quand il commet un génocide au nom de la défense de tous les juifs du monde, il nous associe à sa politique génocidaire. Et encore une fois, nous nous opposons fermement à cette alliance avec ce gouvernement colonial, suprémaciste, raciste et génocidaire. Nous dénonçons aussi fermement la complicité de la France par son soutien inconditionnel à l'État israélien et jusqu'à ce jour,
aucune sanction n'a été prise par rapport à ce qui se passe à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Le combat pour la Palestine, ça n'a rien à voir avec l'antisémitisme. C'est un combat pour la justice et pour la paix. C'est un combat politique contre le colonialisme et contre le racisme. À l'Union juive française pour la paix, notre boussole, c'est le droit international. Donc le droit international parle de crimes de guerre. Le droit international parle de génocide. Le droit international dit qu'une population qui est soumise, occupée par une puissance occupante, a le droit à la résistance. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une opinion, c'est le droit international qui le dit. On tient bon sur les mots parce qu'en effet, on ne va pas se laisser accaparer le récit. Vous avez vu la pression, le rouleau compresseur des médias, des partis politiques. Donc on tient bon sur ça. La boussole, c'est le droit international. L'accusation de l'antisémitisme, c'est un rayon paralysant. C'est-à-dire que si vous êtes accusé d'antisémitisme, le débat est clos. Le gouvernement français nous amuse beaucoup. Quand je dis amuse, c'est un peu ironique, parce qu'il se prétend lutter contre l'antisémitisme en organisant sa fameuse marche aux côtés de l'extrême droite, la fameuse marche où nous avons, nous aussi, comme les camarades de Tzedek, refusé d'y participer, parce que non seulement on ne participe pas à une marche avec l'extrême droite, mais pas avec le gouvernement Macron non plus, qui pratique une politique islamophobe depuis plusieurs années. Grand défenseur des Français juifs et juifs de France, Emmanuel Macron réhabilite Pétain, son camarade Darmanin parle de Maurras, et je vous passe la suite. Donc c'est bon. Ce qui se passe, ce n'est pas un conflit de religion, comme beaucoup veulent nous faire croire. Nous sommes, comme l'a dit notre camarade, dans une guerre coloniale, avec un occupé et un occupant. Depuis la naissance du projet sioniste, qui est un projet colonial suprémaciste de remplacement d'une population par une autre, il y a toujours eu des voix juives qui se sont opposées à ce projet colonial. Il y a plein de mouvements de paix là, qui apparaissent, paix comme ça, mais ils ne parlent jamais de justice. Alors, à l'Union juive française pour la paix, mais justice. Parce que la paix, ce n'est pas le retour à la normale. Ce n'est pas on arrête les combats et puis après on revient comme avant. Nous demandons l'application, le respect du droit international. Ce qu'il faut que tout le monde comprenne bien, c'est qu'il ne pourra pas y avoir de sécurité, que ce soit pour les Israéliens ou les Palestiniens, tant que ce régime colonial perdurera. Ce n'est pas possible. Nous terminons notre émission Civis Pacem sur cette déclaration de Géraldine Hornberg, militante de l'Union juive française pour la paix. Elle s'exprimait le 24 août 2024 dans le cadre d'une réunion sur le génocide à Gaza. Alors il me reste bien sûr aussi à remercier les personnes qui sont intervenues dans cette émission, le diplomate Dominique de Villepin sur France Inter, la députée européenne Rima Hassan sur le journal libanais L'Orient le Jour, l'infirmière Iman Marifi sur la chaîne Blast, et pour terminer, je le redis, Géraldine Hornberg, militante de l'Union juive française pour la paix. Je tiens aussi à remercier notre ami Frédéric qui diffuse régulièrement nos émissions Civis Pacem sur Radio Libertaire. Et il me reste maintenant à vous dire la semaine prochaine. Ciao, ciao. يا طالي عين عيني للجبل يا مول للمنقذين النار بين اليمن يا عيني للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا 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 بدي زنار بين اليمن يا عيني للهنا يا روح ما بدي منك لكم خلعة ولا لا 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 بدي ملبوس بين اليمن يا عيني للهنا يا روح إلا غزالي اللي ذي جواني لكم محبوس
بيني يا من عيني للهنا يا روح إلا غزالي الذي جويني ليكم ما يدوم بيني يا من عيني للهنا يا روح يا طالعين عيني للجبل يا مول مقيدين النار بيني يا من عيني للهنا يا روح